En ce qui concerne le monde de l'investissement, seuls quelques noms ont plus de poids que Warren Buffett. Il est sans doute le plus grand investisseur de notre époque, et sa société Berkshire Hathaway est tout simplement hors norme. Chaque année, l'Oracle d'Omaha partage une lettre avec ses actionnaires détaillant les rendements de l'action Berkshire Hathaway depuis qu'il a pris la direction en 1965. Avant de commencer, abonnez-vous à notre chaîne et laissez vos avis en commentaire, cela nous aide à agrandir notre chaîne et à vous fournir plus des contenus. Vous avez aussi en description de cette vidéo les liens des meilleurs livres à lire pour atteindre votre liberté financière. Le croiriez-vous s'il disait qu'il a réalisé une moyenne de rendement annuel de 20,1% depuis lors jusqu'à maintenant? Cette performance dépasse la moyenne du marché de 10,5%. De plus, le rendement total de Berkshire au cours de cette période atteint un chiffre impressionnant de 3,6 millions, comparé aux 30 000 du SP500. Toutes ces raisons, et bien d'autres, sont autant de motifs pour écouter attentivement M. Buffett lorsqu'il s'exprime. Les actions sont sûres pour le long terme, mais elles sont très risquées pour demain. Ainsi, dans cette vidéo, nous passerons en revue de manière approfondie certaines idées de Warren Buffett, des conseils précieux qui s'appliquent directement aux situations économiques auxquelles nous sommes tous confrontés en 2024. Mais avant cela, nous devons comprendre la gravité de ce qui nous attend. Nous devons tenir compte du climat économique. Selon Jim Masturzo, directeur des investissements chez Research Affiliates, qui supervise les stratégies pour plus de 130 milliards de dollars en fonds communs de placement et ETF, le monde est au bord de la transition d'une décennie d'abondance à une période prolongée et difficile d'austérité. N'oublions pas non plus le fait que les rumeurs d'une récession imminente, qui circulent depuis plus d'un an, ne montrent toujours aucun signe de ralentissement. Malgré une économie résiliente et des taux de chômage bas, une récente chronique de Forbes anticipait toujours une récession légère à la fin de 2023 ou en 2024. Vous souvenez-vous de ce qui s'est passé dans les années qui ont suivi la crise financière de 2008? L'Américain moyen s'est enrichi, n'est-ce pas? Bien que cela soit vrai, deux choses étonnantes se sont produites. Le premier facteur était un régime de taux d'intérêt exceptionnellement bas orchestré par la Réserve fédérale. Initialement mis en œuvre comme un stimulus pour protéger l'économie lors de la crise financière de 2008 à 2009, l'approche de l'argent facile a repris après une brève période de normalisation. Ensuite, la Fed a encore réduit les taux pour contrer l'impact des tarifs douaniers de Trump et intensifier considérablement ses efforts pendant la pandémie. Entre le début de 2010 et début 2022, le taux des fonds fédéraux de la Fed est resté supérieur à 1% pendant seulement 2 ans et demi, passant les 10 années restantes à proximité de zéro. Le deuxième facteur contribuant au paysage économique est les dépenses fédérales substantielles. Dépassant déjà l'inflation de 2012 à 2019, les dépenses fédérales ont augmenté considérablement pendant l'épidémie de Covid et ses suites. Elles sont passées de 4,45 billions de dollars en 2019 à 6,82 billions en 2021, marquant une augmentation de 53% ou près de 2,4 billions en seulement 2 ans. Bien que les dépenses aient légèrement diminué, elles restent à un niveau significativement supérieur au niveau d'avant la pandémie. Le budget pour 2023, à 6,35 billions, est simplement 7% inférieur au pic enregistré 2 ans plus tôt. Au cours de la dernière décennie, ces taux très bas et les dépenses gouvernementales élevées ont apporté une abondance dans l'économie. Mais maintenant que c'est fini, pouvez-vous voir pourquoi tout le monde est un peu inquiet? Certes, on peut souligner le fait que l'économie américaine en 2023 a fourni une leçon précieuse aux prévisionnistes. Malgré les prédictions initiales d'une croissance morose, voire d'une récession en raison des défis liés à l'inflation, l'Amérique a surpris beaucoup en progressant avec un taux de croissance annualisé d'environ 2%, même lorsque l'inflation diminuait. Mais voici la chose. Les récessions ne se résument pas simplement à une croissance économique morose. Elles s'accompagnent souvent d'autres caractéristiques distinctives, telles que des pertes d'emplois généralisées, une diminution des offres d'emploi et une augmentation des mesures d'aide gouvernementale, telles que les paiements de relance et les prestations de chômage améliorées.
Ces facteurs poussent souvent les investisseurs à se demander s'il est plus sage de thésauriser chaque dollar gagné en espèces ou s'ils devraient effectuer des investissements résilients pour l'avenir. Dans une récession, les valeurs boursières baissent fréquemment, posant théoriquement des défis pour les portefeuilles existants. Mais si nous vous disions que c'est le meilleur moment pour gagner de l'argent? Voici comment Warren Buffett explique le marché baissier. Chaque fois que les actions baissent, pour moi, c'est une bonne nouvelle, car je suis un acheteur net d'actions. J'achète des actions depuis que j'ai 11 ans. Donc, quand les actions baissent, c'est une bonne nouvelle, tout comme lorsque les hamburgers baissent, c'est une bonne nouvelle. Ou que Coca-Cola baisse, c'est une bonne nouvelle en termes de. Il y a beaucoup de choses à retenir de l'analyse de Buffett. Pour les investisseurs à long terme cherchant à créer de la richesse et qui ont moins de 55 ans environ, un marché boursier en baisse sera avantageux, car à cet âge, vous êtes probablement toujours un acheteur net d'actions. Cependant, d'un autre côté, si vous avez plus de 70 ans, il est probable que vous voudrez que le marché boursier reste très élevé. À cet âge, vous êtes plutôt un vendeur d'actions, donc vous voudrez certainement que les prix restent toujours élevés. Cela dit, quelle que soit la catégorie à laquelle vous appartenez, vous devez admettre que la plupart des gens ont une réaction émotionnelle à un marché en déclin. Bien que les gens aient tendance à se sentir mieux en achetant des actions lorsque le marché est à la hausse, nous ne pouvons nous empêcher de penser que c'est une pratique erronée. Le meilleur moment pour acheter des actions est en réalité pendant un marché baissier. Pensez Y comme une remise sur les soldes. Vous êtes susceptible de devenir grincheux lorsque vous repérez quelque chose que vous avez toujours voulu à un prix plus élevé. Mais s'il y a une remise de 50%, vous voudrez probablement profiter de cette opportunité. La même logique s'applique aux actions pendant un marché baissier. N'ayez pas peur d'acheter lorsque les prix sont plus bas, car c'est une opportunité de potentiellement bénéficier de valeurs réduites. En tant qu'investisseur à long terme, vous devriez vous réjouir à chaque fois que le marché boursier baisse. Écoutez cet incroyable extrait de Warren Buffett. Pendant les 8 premières années, je pensais que l'important était de prédire ce qu'une action ferait et de prédire le marché boursier. Et puis j'ai lu Ben Graham, vous savez, quand j'avais 19 ou 20 ans, et j'ai réalisé que je le faisais exactement à l'envers. Même lorsqu'une récession se produit, vous devriez suivre l'exemple de Warren Buffett et prendre des décisions orientées vers l'avenir. Comme il l'a écrit de manière célèbre dans une tribune de 2008 pour le New York Times, soyez craintifs lorsque les autres sont avides, et soyez avides lorsque les autres sont craintifs. Cela implique que lorsque les gens sont réticents à investir, particulièrement avant ou pendant une récession, vous devriez saisir l'opportunité d'acquérir des actions et d'autres actifs à des prix réduits. De plus, Buffett a également écrit que les mauvaises nouvelles sont les meilleurs amis des investisseurs. Cela vous permet d'acheter une part de l'avenir de l'Amérique à un prix réduit. Ce conseil est toujours aussi pertinent maintenant qu'il y a 15 ans, au plus fort de la grande récession. La seule chose à éviter est de tenter de prédire l'économie et le rebond du marché boursier, car même des experts comme Buffett ne peuvent prédire de tels résultats avec précision. En fait, il estime que prédire les actions est une pratique erronée. Certaines personnes ne devraient pas du tout posséder d'actions car elles se troublent trop avec les fluctuations de prix. Si vous allez faire des choses stupides parce que votre action baisse, vous ne devriez pas posséder d'actions du tout. Quelles sont les choses stupides? Vendre une action? Oui, vendre une action lorsqu'elle baisse. Je veux dire, si, vous savez, si vous achetez votre maison à 20 000 et que quelqu'un vient le lendemain et vous propose 15 000, vous ne la vendez pas parce que la cotation est de 15 000. Vous regardez la maison ou quoi que ce soit d'autre. Certaines personnes ne sont tout simplement pas émotionnellement ou psychologiquement aptes à posséder des actions. Cependant, passons maintenant au sujet crucial de l'inflation. Warren Buffett nous conseille également d'investir judicieusement. Écoutez ceci, le meilleur investissement contre l'inflation est d'améliorer votre propre pouvoir d'achat, vos propres talents. Très peu de personnes maximisent leurs talents. Et le meilleur investissement passif, je pense, est une bonne entreprise. Si vous possédez un intérêt dans une bonne entreprise, vous avez de fortes chances de maintenir votre pouvoir d'achat quel que soit ce qui arrive à la monnaie. Il y a quelques concepts clés ici qui méritent d'être examinés. Tout d'abord, pendant les périodes d'inflation élevée,
l'action la plus bénéfique consiste à améliorer votre propre pouvoir d'achat. Vous devez accroître votre valeur pour vos employeurs actuels ou potentiels, ce qui permet à votre revenu d'augmenter parallèlement à l'inflation que vous subissez. De plus, Buffett suggère que la stratégie passive la plus efficace pour contrer l'inflation est d'identifier une entreprise de haute qualité et de maintenir votre investissement dans le temps. Buffett a éclairé davantage ce point dans sa lettre aux actionnaires de 1981. Il a précisé que les entreprises les plus efficaces pour lutter contre l'inflation possèdent deux caractéristiques clés. L'une est qu'elles devraient avoir la capacité d'augmenter les prix relativement facilement, même lorsque la demande de produits est stagnante et que la capacité n'est pas entièrement utilisée, sans risquer une perte substantielle de part de marché ou de volume unitaire. La deuxième caractéristique qu'il a soulignée est l'importance pour une entreprise de pouvoir accommoder des augmentations substantielles du volume en dollars, souvent motivées davantage par l'inflation que par une croissance réelle, avec seulement des investissements de capital minimaux supplémentaires. Cela signifie que les entreprises réussissent mieux pendant l'inflation lorsqu'elles sont évolutives. Considérez, par exemple, une entreprise technologique comme Instagram, comparée à un fabricant d'automobiles. Pour la première, le coût d'afficher 3 publicités au lieu de 2 est minime. En revanche, pour General Motors ou Toyota, augmenter la production de 50% nécessiterait des dépenses en capital importantes et beaucoup de temps pour se développer. Avec cela clarifié, revenons à l'aspect crucial de la navigation à travers l'inflation par l'investissement, qui est la première caractéristique soulignée par Warren Buffett. Pendant l'inflation, les meilleures entreprises dans lesquelles investir sont celles qui ont la capacité d'augmenter les prix sans sacrifier les parts de marché ou le volume unitaire. Et devinez quoi? Cela indique que l'entreprise a un avantage concurrentiel ou une barrière qui lui confère un pouvoir de tarification. C'est pourquoi Warren Buffett aime tant l'entreprise Apple. Il ne tarit pas d'éloges à son sujet. C'est une meilleure entreprise que toutes celles que nous possédons. Et nous y avons investi une somme assez importante, mais pas autant que dans le chemin de fer. Et Apple est une meilleure entreprise. Notre chemin de fer est une très bonne entreprise. Mais elle n'est pas aussi bonne que l'entreprise d'Apple. Apple a une position auprès des consommateurs où il paie peut-être 1500 $ ou peu importe pour un téléphone. Et ces mêmes personnes paient 35 000 $ pour avoir une deuxième voiture. Et s'ils devaient renoncer à une deuxième voiture ou à leur iPhone, ils renonceraient à leur deuxième voiture. Je veux dire, c'est un problème extraordinaire. Nous n'avons rien de tel en notre possession. Quoi que l'on puisse dire à propos d'Apple, l'une de ses plus grandes forces est sa valeur intrinsèque. Lorsque les gens achètent un iPhone, ils sont entraînés dans l'écosystème immersif. Tout est lié à Apple TV, MacBook, iPad et iPhone. Tout fonctionne ensemble. Cela garde les consommateurs heureux et les persuade de continuer avec le produit qu'ils ont. De plus, les iPhones sont un peu comme un produit de luxe. Pour paraître chic, la plupart des gens continuent d'acheter des versions plus récentes et plus chères, même si elles n'offrent pas d'amélioration significative. En résumé, l'importance des fossés, moats, pendant l'inflation ne peut être surestimée. Ces fossés peuvent prendre diverses formes, y compris des brevets, des péages, des marques puissantes comme Coca-Cola ou Apple, et des avantages stratégiques tels que l'engagement de Costco à offrir les meilleurs prix. Ces avantages concurrentiels donnent aux entreprises un pouvoir de tarification, leur permettant de fixer des prix même en cas de coûts croissants et de bénéfices réduits dus à l'inflation. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous et laisse ton avis en commentaire, alors continuons. Les entreprises avec des fossés solides sont considérées comme bien positionnées pour prospérer pendant l'inflation. Elles peuvent ajuster les prix des produits pour contrer l'augmentation des coûts, et leurs avantages concurrentiels les protègent contre des baisses substantielles des ventes. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi Warren Buffett aime investir dans des actions Mastercard? Cela est dû à l'avantage économique considérable de l'entreprise de paiement numérique. Le vaste réseau créé par ses 3,3 milliards de cartes et de nombreux partenaires marchands établit un effet de réseau extrêmement difficile à reproduire. De plus, l'entreprise perçoit un petit pourcentage sur chaque transaction effectuée sur son réseau, avec un volume brut de 8,2 billions de dollars en traitement en 2022. Ces modestes pourcentages s'accumulent rapidement,
contribuant à générer un flux de trésorerie libre de 10,1 milliards de dollars l'année dernière. Mastercard est l'une de ces entreprises dans lesquelles vous devez investir si vous voulez surmonter l'inflation. Chaque fois que les prix augmentent, leur part de chaque transaction augmente également. Et ne parlons même pas du fait que des billions de transactions passeront éventuellement du cash aux cartes d'ici 2050. La firme est totalement à l'épreuve du futur, mec. Cela nous amène à la préoccupation des taux d'intérêt extrêmement élevés. Maintenant qu'ils sont si élevés, comment pourrions-nous naviguer dans le paysage économique en 2024 ? Voici une perspective intéressante de Warren Buffett. Les taux d'intérêt, vous savez, sont essentiellement à la valeur des actifs, ce que la gravité est à la matière, vous savez, essentiellement. Honnêtement, c'est vraiment la meilleure façon de voir les taux d'intérêt. Lorsque les taux sont bas, l'argent devient bon marché et facile à obtenir pour les personnes et les entreprises. Cela conduit à plus de dépenses, de profits et de croissance, ce que nous avons connu au cours de la dernière décennie. Maintenant, les choses changent avec la hausse des taux d'intérêt. Cela signifie que emprunter de l'argent devient plus cher, rendant plus difficile le remboursement des dettes pour les entreprises, et les gens ont moins d'argent à dépenser. Donc, c'est un environnement difficile pour les entreprises pour opérer et prospérer. Ce qui se reflète souvent dans leurs résultats financiers, ce qui affecte ensuite leur cours boursier. Au cours des 5 dernières années, l'analyse des tendances révèle une relation claire entre les taux d'intérêt et la performance du marché boursier. En 2018, à mesure que les taux d'intérêt augmentaient, le marché boursier restait relativement stagnant. L'année suivante, en 2019, a vu une baisse des taux d'intérêt, coïncidant avec une hausse du marché boursier. Lorsque la pandémie de Covid a frappé, la Réserve fédérale a réagi en abaissant les taux d'intérêt à zéro, entraînant un marché en plein essor au cours des 2 années suivantes. Cependant, un changement significatif s'est produit en 2022, lorsque les taux d'intérêt ont connu une hausse substantielle, entraînant une chute de 20% du marché boursier. Ce schéma suggère une tendance générale. Lorsque les taux d'intérêt augmentent, les actions ont tendance à souffrir. Cette baisse peut être attribuée à 2 facteurs principaux. Premièrement, les entreprises peuvent mal performer, entraînant une baisse de la valeur de leurs actions. Deuxièmement, l'impact des taux d'intérêt sur les obligations gouvernementales, en particulier les bons du Trésor américain ou les obligations du Trésor, joue un rôle crucial. Ces obligations sont généralement considérées comme des rendements sans risque, influençant le comportement des investisseurs en réponse aux fluctuations des taux d'intérêt. En tant qu'investisseur sur le marché boursier, il est crucial de maintenir une perspective à long terme. En le faisant, nous pouvons tirer parti des cours plus bas des actions de haute qualité comme des opportunités de rendement durable. Reconnaissant notre influence limitée sur les actions de la Réserve fédérale, notre stratégie devrait consister à jouer sur le long terme et à saisir l'opportunité d'investir dans d'excellentes entreprises à des prix attractifs, surtout pendant les périodes de taux d'intérêt élevés. Néanmoins, que diriez-vous si nous vous disions que même si vous appliquiez toute la sagesse de Warren Buffett pour aborder les grandes questions d'investissement auxquelles nous allons tous être confrontés en 2024, vous auriez encore du mal avec vos finances si vous ne cochiez pas 3 cases. Pour commencer, vous devez avoir beaucoup d'économies d'urgence. Si la redoutée récession se révèle réelle, vous devrez avoir assez d'argent en banque pour couvrir 3 à 6 mois de dépenses de subsistance, la fin de cette fourchette étant plus idéale. Constituez un fonds d'urgence solide avant de commencer à investir. Et cela nous amène au deuxième point. Ne touchez pas à votre portefeuille pendant au moins 7 ans. Ne vous méprenez pas, les gars. Investir pendant une récession n'est pas pour les âmes sensibles. Bien que cela puisse sembler être un achat intelligent à un moment bas, il y a une forte possibilité que vous constatiez une baisse de la valeur de votre portefeuille peu de temps après. La stratégie la plus efficace pour minimiser les pertes pendant une récession, et finalement en sortir avec des gains, est d'adopter une approche à long terme de l'investissement, à l'image de Warren Buffett. Et enfin, réduisez l'envie de vérifier de manière obsessionnelle votre portefeuille. En période économique difficile avec une volatilité accrue sur le marché boursier, vous pourriez être tenté de surveiller votre portefeuille quotidiennement. Mais ne tombez pas dans le piège.
Des vérifications fréquentes peuvent entraîner la panique et des décisions précipitées, comme vendre rapidement des actions sous-performantes, ce qui fait plus de mal que de bien. Abonne-toi pour être informé de notre prochaine vidéo.